Les données de suivi satellitaire du 14 mars ont détecté un mouvement naval inhabituel à grande vitesse traversant la mer de Chine méridionale. L'événement a rapidement attiré l'attention des milieux de surveillance de la défense, non pas en raison de ce que l'on s'attendait à y voir, mais plutôt en raison de sa nature réelle. Le contact a été identifié comme étant l'USS Tripoli, LHA-7, un navire d'assaut amphibie opérant bien au-delà de ses schémas de déploiement habituels. Au fil du temps, cette classe de bâtiment a souvent suscité des débats dans les analyses de défense, certains choix de conception initiaux étant parfois jugés atypiques par rapport aux attentes traditionnelles de la guerre amphibie. Pourtant, le navire avançait, doté d'une configuration opérationnelle clairement définie et d'une trajectoire précise. À son bord se trouvaient jusqu'à 20 appareils F-35B Lightning II configurés pour des opérations de décollage rapide, ainsi qu'environ 2500 marines embarqués avec leur équipement de soutien. Sa trajectoire projetée indiquait une orientation vers l'environnement opérationnel élargi lié au détroit d'Ormuz, l'un des points d'étranglement maritime les plus sensibles au monde. C'est le contexte global entourant ce mouvement qui lui confère toute sa portée. Les capacités maritimes régionales avaient déjà été réduites sur plusieurs niveaux au fil du temps. Un certain nombre de navires de combat de surface n'étaient plus actifs. Les capacités de production de missiles avaient été fortement dégradées et la production de systèmes sans pilote avait ralenti. Parallèlement, plusieurs groupes aéronavals étaient positionnés dans les eaux environnantes, formant une posture de confinement étendue à travers la mer d'Arabie, la région de la mer Rouge et les approches depuis l'Atlantique. Vu de loin, cela donne l'impression d'une couverture maritime écrasante. Pourtant, le détroit d'Ormuz demeurait instable, le trafic commercial continuant de subir des perturbations. Plus de 150 pétroliers auraient été immobilisés à l'extérieur du passage, absorbant des coûts croissants dans l'attente d'une stabilisation de la situation. Les marchés pétroliers restaient sensibles, reflétant non seulement les niveaux d'approvisionnement, mais aussi l'incertitude entourant la sécurité du transit lui-même. Dans un tel environnement, le contrôle ne se définit pas uniquement par la concentration de la force. Même des capacités résiduelles limitées, telles que des mines sous-marines, des systèmes de lancement mobiles dissimulés et des embarcations d'attaque côtière rapides opérant depuis des positions cachées peuvent suffire à compliquer la circulation dans un corridor étroit. En réalité, un détroit n'a pas besoin d'un déni total de force pour devenir restreint. Il suffit d'un niveau de risque perçu suffisamment élevé pour modifier les comportements. Un seul incident sérieux impliquant un navire commercial peut instantanément transformer les conditions d'assurance, déclencher des détournements de route et perturber les flux maritimes mondiaux. En pratique, un point d'étranglement maritime peut être contrainte non seulement par une action directe, mais aussi par une incertitude persistante. C'est dans ce cadre que le rôle de l'USS Tripoli prend toute son importance. Le navire appartient à la classe America des bâtiments d'assaut amphibie, un programme qui avait initialement suscité des débats en raison d'une modification structurelle majeure, la suppression du radier, well deck, dans les premières configurations. Le radier, une section interne inondable utilisée pour lancer des engins de débarquement, a longtemps été un élément central de la conception amphibie. Sa suppression marquait une rupture avec les méthodes traditionnelles de projection de surface, conduisant certains analystes à s'interroger sur l'adéquation de la plateforme au rôle amphibie conventionnel. Cependant, cette refonte a également libéré un espace interne considérable, réaffecté à l'expansion des opérations aériennes, à l'amélioration des installations de maintenance, au renforcement des capacités médicales et à une augmentation de la capacité en carburant aviation. Le résultat est une plateforme de plus en plus orientée vers des opérations expéditionnaires aériennes plutôt que vers le déploiement d'engins de débarquement. Au lieu de s'appuyer principalement sur des moyens mer-terre traditionnels, le modèle opérationnel s'est déplacé vers l'insertion verticale,
naval grâce à des appareils tels que les MV-22 Osprey, les hélicoptères CH-53 et les chasseurs F-35B, capables de décollage court et d'atterrissage vertical. Dans des conditions appropriées, le navire peut soutenir jusqu'à 20 F-35B, lui conférant une combinaison unique de puissance aérienne et de soutien amphibie, à une échelle plus réduite qu'un super porte-avions. Cette distinction influence également son emploi opérationnel. Avec un déplacement d'environ 44 000 tonnes, il se situe dans une catégorie de risque différente de celle des grands porte-avions, généralement maintenus à distance des zones étroites fortement contestées. Une plateforme comme le Tripoli permet un positionnement plus proche selon un calcul de risque différent, sans remplacer les groupes aéronavals, mais en les complétant dans des environnements spécifiques. L'implication opérationnelle devient plus claire lorsqu'on considère les opérations aériennes en géographie contrainte. Les aéronefs basés sur porte-avions opérant à des centaines de milles nautiques passent une part importante de leur temps en transit, réduisant leur présence au-dessus des zones critiques. Une plateforme positionnée plus prémodifie entièrement cette géométrie, réduisant les délais de réaction et augmentant l'efficacité des sorties. La capacité du F-35B à opérer sans catapulte ni brin d'arrêt renforce encore cette flexibilité. Ce rapprochement influe directement sur la réactivité dans des environnements où le facteur temps est déterminant. Il peut également influencer la rapidité avec laquelle la couverture aérienne répond à des menaces maritimes émergentes ou à des lacunes de surveillance. Par ailleurs, l'environnement du détroit d'Ormuz se caractérise par une géographie côtière et insulaire complexe. Plusieurs îles stratégiquement positionnées ont été renforcées au fil du temps par des systèmes de surveillance et des infrastructures défensives. Les méthodes expéditionnaires modernes reposent de plus en plus sur l'insertion verticale plutôt que sur les approches traditionnelles, permettant de déployer rapidement des unités de Marines sur plusieurs points sans transit de surface directe dans des eaux contestées. Ces déploiements sont généralement conçus pour des effets temporaires, perturber ou modeler les conditions opérationnelles, plutôt que pour un contrôle territorial permanent en visant à réduire l'efficacité des systèmes de surveillance, de ciblage ou de coordination. Parallèlement, les évolutions doctrinales vers des opérations maritimes distribuées prennent de plus en plus d'importance. Plutôt que de concentrer la puissance dans une formation unique, les capacités sont réparties entre plusieurs nœuds plus petits opérant de manière coordonnée. Ces unités dispersées peuvent déployer des capteurs, des relais de communication et des systèmes de frappe mobiles, étendant leur influence sur un vaste corridor maritime sans dépendre entièrement de grandes plateformes majeures. L'USS Tripoli se situe précisément à l'intersection de ces approches. Ce n'est ni un super porte-avions, ni un simple navire de débarquement traditionnel, mais une plateforme hybride conçue pour des opérations flexibles, combinant aviation, missions amphibies et capacités distribuées. Au final, la question centrale ne porte plus uniquement sur celui qui détient la plus grande puissance en mer, mais sur la manière dont cette puissance est positionnée, soutenue et adaptée dans des espaces restreints où la géographie amplifie chaque décision. Et à mesure que la situation continue d'évoluer, les développements à venir détermineront la manière dont cet équilibre sera, en définitive, façonné.